voilà, pour moi, je pense qu'il y a bien sûr une conscience derrière l'univers. Nous sommes à l'évidence dans un monde projeté. Un monde projeté qui vient d'un autre niveau de réalité, qui n'a ni temps, ni espace, ni énergie, ni matière. La conscience existe à l'état pur, comme il existe de la matière, comme il existe de l'énergie, comme il existe du temps et de l'espace. Vous êtes des petits joueurs. La vérité, c'est comme ce que je dis aux gens qui disent que tout est énergie. Vous êtes des petits joueurs. La vérité, la réalité est encore beaucoup plus extraordinaire que ça, beaucoup plus grande que ça, beaucoup plus incommensurable que ne peut l'être toute vision et toute définition de la conscience. Alors là, c'est l'inverse, je vous trouve petit joueur, je vous trouve matérialiste là carrément. En disant ça, je vous trouve vraiment matérialiste. Et Schopenhauer aussi, évidemment. La nature, et les lois de la nature, vous qui parlez de nature, je pense que le monde d'y revenir, canalise l'évolution. Le hasard est canalisé. Donc, il y a des choses où on peut savoir de façon certaine qu'on ne saura jamais certaines choses. On va battre les matérialistes sur leur terrain. C'est comme gagner au football sur terrain adverse. On va utiliser la science et la science seule et on va leur péter la gueule. C'est fantastique, c'est génial. C'est pour ça qu'ils flippent tellement les matérialistes. C'est-à-dire qu'on change la science comme la science à l'origine de la vision du monde de notre société, on changera aussi la société. On ne peut pas laisser Jean Stone avoir raison, parce que si Jean Stone a raison, c'est la fin de la démocratie, de la République, de la laïcité, de la liberté, de la Révolution de 1789. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, me présenter, c'est pas facile, parce que je suis à cheval sur beaucoup de domaines. Je me présente parfois comme un philosophe des sciences, comme un prospectiviste. J'ai des diplômes en paléontologie humaine, en philosophie des sciences, en mathématiques, en informatique, en sciences politiques, en économie. On peut se demander, mais c'est qui ce type ? En fait, c'est très simple. C'est un projet de vie. Je veux savoir plus de physique que n'importe quel biologiste. Bien sûr, j'en sais beaucoup moins qu'un physicien professionnel, mais je peux discuter avec lui. Et puis, je connais plus de biologie que n'importe quel mathématicien, mais beaucoup moins qu'un biologiste professionnel, mais je peux discuter avec lui. Et je connais plus de théologie que n'importe quel mathématicien, etc., etc. Mais, vous voyez, et ainsi de suite. Donc, je peux, je pense, faire une conférence acceptable pour des gens d'un niveau professionnel, dans 50 domaines différents. Et ça, c'est la grande quête de ma vie, si vous voulez. C'est-à-dire, mon maître principal, dont on parlera peut-être, était Bernard d'Espagna, un grand physicien quantique, mais surtout un grand philosophe de la physique quantique et des sciences. Et Bernard d'Espagna disait, dans notre monde, il y a d'admirables morceaux, mais il n'y a nulle part de statues. Il faisait référence à ces statues grecques, vous savez, dont il manque la tête, il manque les bras, ou alors il manque les jambes. On a des morceaux magnifiques. Eh bien, notre monde, la modernité, a produit de magnifiques morceaux de connaissances, mais ce qui manque, c'est les synthèses. Et donc, inspiré par quelques personnes assez rares dans ce milieu, qui vont au-delà des disciplines, j'ai essayé de bâtir ma vie comme un homme de synthèse. Voilà comment je crois je peux me présenter. Un touche-à-tout dans l'esprit des grands hommes de la Renaissance ? C'est effectivement un des buts de ma vie, sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas revenir à la connaissance qu'on avait à l'époque où on dit que Pic de la Mirandole a été le dernier homme sur Terre à avoir intégré toute la connaissance disponible à son époque. Eh bien, le plus grand compliment qu'on m'ait jamais fait est un autre de mes maîtres, le sociologue Michel Maffezoli, qui, dans une petite vidéo que vous pouvez trouver sur Internet, me compare à Pic de la Mirandole. C'est sans doute le plus grand compliment qu'on m'ait fait, et c'est effectivement la quête de ma vie, ma quête de sens. Maintenant, il est impossible, mais même d'arriver à une fraction du fraction de ceux qu'avaient ces hommes dont vous venez de parler, qui, eux, pouvaient avoir une vision vraiment globale de la connaissance, simplement parce que la connaissance a augmenté d'un facteur 1 million, 1 milliard depuis, et que personne ne peut l'intégrer. Mais par contre, la démarche qui est possible, comme je dis, c'est suffisamment de physique pour parler avec un physicien, mais beaucoup moins que lui, suffisamment de biologie, suffisamment de mathématiques, suffisamment de théologie, suffisamment de philosophie, suffisamment de neurologie, pour parler avec des spécialistes de chaque domaine. Voilà. Comment a commencé votre attrait pour les questions existentielles ?
Je viens de dire que je suis un homme de synthèse et que donc, en tant qu'homme de synthèse, je ne veux pas être schizophrène. C'est Charles Pierre Snow, le grand écrivain anglais, a dit il y a un fossé entre les deux cultures. Il y a une fracture fondamentale entre la vision traditionnelle du monde, qu'elle soit religieuse, chamanique, n'importe quoi, mais qui nous dit que le monde a un sens, que l'esprit humain est relié à un autre niveau de réalité, que cet autre niveau de réalité d'abord existe, voyez-vous, et que l'esprit humain y est relié. Ok ? Et puis notre culture mécaniste, matérialiste, moderne, qui nous a donné une durée de vie multipliée par 3, qui nous a donné l'électricité, le confort moderne, tout ça, mais qui semble donner une vision désenchantée du monde. Donc l'homme moderne est un schizophrène. Eh bien moi j'ai toujours voulu bâtir un pont, je ne refuse d'avoir... J'ai été inspiré par Jean Fourastier, entre autres, beaucoup de personnes, mais un petit bouquin qui s'appelle « Ce que je crois », publié en 1980 de mémoire, et Fourastier dit « Je veux une foi », c'est un chrétien, je veux une religion qui soit crue par des prix Nobel. Et voilà, c'est un souvenir qui m'a marqué. Et mon maître Bernard d'Espagna disait « Si mes découvertes scientifiques s'opposent à ma connaissance intuitive du monde et donc à ma vision spirituelle du monde, j'abandonnerai ma vision spirituelle du monde parce qu'il faut quelque chose qui soit basé sur la réalité. » Donc j'ai exploré justement la réalité dans cet objectif d'avoir une vision qui rende compatible, si vous voulez, la vision intuitive spirituelle du monde et la vision scientifique rationnelle du monde. Et je dirais que c'est vraiment l'un des buts de ma vie que de pouvoir faire une unification de cela. Il y a eu une révolution de type copernicien il y a 100 ans. Pouvez-vous en parler ? Alors, vous avez parlé d'une révolution de type copernicienne il y a 100 ans. Alors, elle a commencé il y a 100 ans, et même, je dirais, il y a 123 ans, avec les travaux de Max Planck sur les quanta, puis les publications de fameux articles d'Einstein en 1905, ces fameux articles, l'année glorieuse d'Einstein, où il a publié 3 articles exceptionnels. Ça s'est continué avec la relativité générale en 1917, avec la preuve en 1919, puis toutes les synthèses de la physique quantique telles qu'elles ont pu être faites par la suite. Donc vous voyez, il y a en fait, cette révolution, elle est en cours, encore maintenant. Elle s'est développée d'abord dans les sciences de la matière et dans les sciences astrophysique, physique, mathématiques, mais maintenant, elle n'est pas encore faite, ou elle commence tout juste dans les sciences du vivant et de la conscience. C'est déjà un décalage fondamental, selon moi. C'est une théorie qui m'est propre, j'appelle ça la théorie du décalage. Je note que depuis 500 ans, on a un siècle de retard dans les sciences du vivant par rapport aux sciences de la matière. Par exemple, Louis XIV, pour se soigner, avait les médecins de Molière qui ont laissé mourir sa femme, faute d'avoir compris qu'il suffisait de couper un pu qu'elle avait et qui empoisonnait son corps. Au lieu de ça, ils l'ont saigné. Bon, voilà. Donc oui, il y avait une incompréhension totale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui encore, on a une vision, on y reviendra, très mécaniste du vivant, de l'évolution de la vie, de la conscience, alors qu'on a la physique quantique, la relativité générale, le théorème de Gödel dans d'autres domaines. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, à l'âge de l'Internet, ou à l'âge où on sait en 5 minutes quand un avion se crache en Thaïlande, eh bien, ça c'est la diffusion horizontale de l'information. Mais la diffusion verticale de l'information, qui fait que quelque chose qui change notre vision du monde va agir sur la société, ça prend peut-être encore un siècle. C'est ce que disaient les fondateurs de la physique quantique. Ils disaient il faudra encore un siècle pour ce que nous avons découvert impacte la société, voyez-vous. Et regardez, Copernic et Galilée ont changé notre vision du monde, mais il a fallu effectivement plus de 2 siècles pour ça. Alors aujourd'hui, ce temps est peut-être ramené à un siècle et demi, mais il n'est pas instantané. On pense qu'effectivement, on connaît tout de suite grâce à Internet, mais encore une fois, c'est la diffusion horizontale de l'info. C'est pas la diffusion verticale de l'info que je définis comme une information de nature à changer notre vision du monde et à faire évoluer les consciences. Voilà pourquoi cela prend tant de temps, et aussi parce que bien sûr, il y a des résistances au changement, on en reparlera certainement. La notion de paradigme, telle que développée par Thomas Kuhn, c'est bien connu, il dit d'abord une idée est complètement absurde, ensuite cette idée est complètement combattue, ensuite cette idée devient évidente pour tout le monde. C'est le cas de la relativité générale, de la physique quantique, de plein d'autres découvertes, donc voilà. La nature est-elle consciente ou sommes-nous en face d'un vide indifférent ? Alors dans votre question, il y a quand même 2 choses complètement différentes.
Bien sûr, je m'oppose complètement à Carl Sagan ou aussi à Jacques Monod qui dit que voilà, nous sommes perdus dans un univers totalement indifférent à nous et qui n'a aucune signification. Hein, c'est évidemment la position, je vais dire, standard des matérialistes scientistes et de nombreux grands scientifiques du XXe siècle, évidemment. Mais maintenant, est-ce que pour autant cela que la nature aurait une conscience? C'est ce que vous dites dans votre question. Le fait qu'il y ait une conscience derrière la nature et le fait qu'il y ait une conscience dans la nature sont deux choses complètement différentes. Je ne crois pas à la conscience des arbres, des pierres, etc. Je crois évidemment à des formes de conscience qui sont chez certains animaux. Vous savez qu'il n'y a que 2 animaux sur Terre, peut-être 3, qui ont la conscience d'eux-mêmes, c'est-à-dire que la conscience d'eux-mêmes, c'est vous endormez un chimpanzé, vous peignez un point rouge sur son front, et quand il se voit dans la glace, il met son doigt là-dessus. Le dauphin le fait aussi, évidemment. Il paraît que l'éléphant le fait, mais j'en ai jamais vu la preuve. Donc, ce sont les 2 seuls animaux qui ont la conscience d'eux-mêmes. Un chien même très intelligent, beaucoup de gens ont des chiens qui font des choses remarquablement intelligentes. Quand vous voyez un chien dans la glace, il se voit dans la glace, il se met à aboyer contre le chien qui est dans la glace. Il n'a aucune conscience de lui-même. Donc, dire que la nature, vous me dites qu'il y a des gens sérieux qui disent que la nature a une conscience. Ah, bien sûr, il y a Gaïa, il y a James Lovelock, mais je ne suis pas sûr que la théorie Gaïa de Lovelock va même lui-même à l'idée que la nature a une conscience. Je pense qu'il pense que, en fait, il y a un système d'autorégulation homéostatique dans la nature qui n'implique pas forcément lui-même que la nature a une conscience. Ensuite, il y a des théories. Je vais faire dans les jours qui viennent, je commence à lire un ouvrage dont je vais sans doute faire la postface d'Emmanuel Ransford, qui est je dirais en France, le propagandiste de la vision qu'on a trouvée dans la glose de Princeton, que Jean Charron, à sa façon à lui, a développé également avec l'idée qu'il y a une conscience dans l'électron au niveau le plus faible de la nature, si vous voulez. Mais la question se pose, savoir s'il y a une conscience dans l'électron ou une conscience derrière l'électron. En Suisse, vous avez mon ami Antoine Suarez, qui a fait des expériences remarquables avec Nicolas Gisin à l'Université de Genève et qui a publié un article de physique théorique où il ose parler d'ange quantique. Et il dit, en se basant sur un théorème qu'on appelle le théorème du free will, du libre arbitre, si nous sommes libres, si nous sommes des êtres humains libres, ce qui peut être discuté, alors, pour des raisons qui sont liées à ce théorème, quand nous posons une question à la nature, c'est un esprit qui nous répond. Mais il y a évidemment en tête un esprit derrière la nature, et non pas un esprit dans la nature. Et donc je pense personnellement que l'idée qu'il y aurait une goutte d'esprit au niveau le plus petit de la nature, ou l'idée qu'il y aurait des esprits, les anges quantiques d'Antoine Suarez, qui nous répondent derrière la nature, n'est pas paupérien. C'est-à-dire que il n'y a pas un test qui permet, vous savez, Karl Popper disait qu'une théorie n'est scientifique que si on peut la tester et la réfuter. C'est un point très important. Je reçois des milliers de théories, de gens qui m'écrivent pour dire « ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Oui, mais c'est pas paupérien. Chacun a sa vision du monde, chacun a sa grande synthèse, mais voilà, est-ce que c'est paupérien ou non? Donc, l'idée que la nature aurait une conscience dit qu'il y a des grands esprits qui le disent, personnellement, moi je ne les connais pas, mais il y a beaucoup de gens qui le disent, mais est-ce que c'est la nature qui a une conscience ou est-ce que ce sont justement derrière la nature qu'il y a une conscience, voire une conscience et des consciences? Je pense que la même question mérite d'être posée, et jusqu'à preuve du contraire, voilà, ma réponse pour moi, c'est que même s'il y avait de l'infraconscience dans l'électron, ce qui est absolument pas prouvé, et ce qui me paraît pas l'hypothèse la plus logique, voilà, pour moi, je pense qu'il y a bien sûr une conscience derrière l'univers, et donc ce n'est pas forcément une conscience dans la nature, et c'est pour ça, ne nous empêche pas, mais on en parlera, qu'il faut respecter la nature, on parlera de cela certainement plus tard. Si on comprend le mot nature comme le cosmos, peut-on parler de nature consciente? Mais qu'est-ce que vous entendez par nature? C'est ça la question. Quand vous parlez de nature, qu'est-ce que vous entendez par nature? Vous me dites que la nature, ça peut être le cosmos. Bon, donc le problème, si vous voulez, c'est que pour moi, nous sommes dans une caverne de Platon. Alors, on peut dire qu'il y a une conscience qui a créé la caverne de Platon.
C'est même l'hypothèse qui me paraît évidente, puisque mais ce n'est pas une certitude scientifique. Bernard d'Espagna m'a toujours dit, Jean, si vous voulez avoir une image de ce que la physique quantique nous donne du monde, c'est la caverne de Platon. Comme vous le savez, il s'agit des gens qui sont enchaînés dans une caverne et qui regardent le fond de la caverne où ils voient des images qui sont projetées sur le fond de cette caverne et ce sont des ombres en fait de ce qui se passe à l'extérieur. Et ils prennent ces ombres pour la réalité. Nous sommes à l'évidence dans un monde projeté. Un monde projeté qui vient d'un autre niveau de réalité, qui n'a ni temps, ni espace, ni énergie, ni matière. C'est très facile à prouver. D'abord avec la physique quantique, avec l'expérience qu'on appelle de non-séparabilité quantique qui vous dit que deux particules sont liées par un lien instantané au-delà de l'espace et du temps, alors que rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière dans notre univers. Et justement, Antoine Suarez et Nicolas Gisin ont fait une expérience fondamentale qui montre que ce lien mystérieux existe, même si chaque particule est mise dans un référentiel différent, ou si elle pouvait parler, elle dirait « Ah, c'est moi qui ai mesuré en premier. Ah non, c'est moi !» Donc ça, c'est un paradoxe temporel. Ils ont créé un paradoxe temporel avec les deux particules et la non-séparabilité existe encore. Donc ce phénomène échappe au temps, il échappe à l'espace, il échappe à l'énergie, sinon il n'irait pas plus vite que la vitesse de la lumière. Et évidemment, il échappe à la matière. Donc il y a un autre niveau de réalité dont nous pouvons penser que notre monde est la projection et que tout ce qui nous paraît évident, qu'une porte ne peut pas être à la fois ouverte ou fermée, qu'on ne peut pas être à la fois blanc et noir, qu'on ne peut pas être à la fois à Paris et à Genève, en fait c'est une absurdité. Dans cet autre monde dont la physique quantique nous révèle juste les contours, mais cet monde qui est ce que d'Espagna appelle la réalité fondamentale, la réalité ultime, cette réalité ultime qui ne dépend pas de notre existence, et ça c'est très important, parce que justement le monde où nous sommes, pour certaines de ses caractéristiques, dépend de la façon dont nous l'observons. Donc ça ne peut pas être la réalité ultime, parce qu'on ne peut appeler réalité ultime que quelque chose qui ne dépend pas de nous, de vous et de moi, vous comprenez? Ça donc ce monde-là, il est au-delà du temps, de l'espace, de l'énergie, de la matière, et dans ce monde-là, on peut être à la fois ici et là, le temps et l'espace n'existent pas, une porte peut être à la fois ouverte ou fermée, vous voyez, on peut être à la fois blanc et noir, on peut être en état de superposition, etc., etc. Donc déjà ça, c'est, j'allais dire, la condition humaine, la situation de l'homme et de tout l'univers, tel que nous sommes, nous, dans le monde. Maintenant, cet autre monde, évidemment, on peut penser qu'il faut une conscience qui existe dans cet autre monde pour avoir pensé la projection dans laquelle nous vivons, la caverne de Platon. Maintenant, en général, la science ne vous dit pas cela, elle vous dit simplement, nous ne vivons pas dans le vrai monde, les caractéristiques du vrai monde semblent être opposées ou à l'opposé ou très différentes d'une autre, et c'est déjà une information d'une très très grande richesse. Et si, comme le disait le physicien James Jeans, l'univers était une pensée? Oui et non, c'est-à-dire que bien sûr, l'idée, ici, vous savez, c'est l'histoire de Chuang-Tzu. Chuang-Tzu rêve qu'il est un papillon et quand il se réveille, il se demande mais qui est-ce qui rêve? Est-ce que c'est moi qui ai rêvé que j'étais un papillon ou est-ce que je ne suis moi, Chuang-Tzu, que le rêve d'un papillon? Qui est le rêve de l'autre? Évidemment, on peut dire que nous sommes en quelque sorte le rêve ou simplement la projection. Moi, je préfère prendre l'image de Matrix, parce que le film Matrix a bien vulgarisé cette idée-là. Nous sommes un monde, j'allais dire, projeté, comme dans Matrix. Beaucoup de scientifiques, sérieux cette fois-ci, pensent, et même Elon Musk d'ailleurs, que il y a une probabilité que nous sommes dans une gigantesque simulation. Parce que plus on voit le monde, plus on voit que nous sommes capables de créer des simulations parfaites, loin d'être parfaites, mais de plus en plus parfaites, d'univers en 3D, voyez-vous, de monde virtuel. Et donc l'idée que nous sommes un monde virtuel, qui serait justement produit par une conscience, pas rêvé par une conscience, mais produit par une conscience, serait effectivement crédible. Maintenant, par rapport à la question de James Jeans, cette phrase très célèbre, je lui opposerai une autre phrase de Werner Heisenberg, le fondateur de la physique quantique, qui est magnifique et qui dit « Tout ce qui nous constitue, les particules élémentaires, les atomes, tous les molécules, c'est pas des objets physiques. C'est moins réel qu'un objet, mais c'est plus réel que l'idée d'un objet. Donc la réalité de notre monde se situe entre la réalité d'un objet, elle est moins réelle, mais elle est plus réelle que l'idée d'un objet.
donc qu'un rêve, que l'idée d'un objet pensé par une conscience. Vous voyez, c'est plus réel que ça. Moi, la métaphore que je prends, encore une fois, Bernard d'Espagna, et que j'aurais beaucoup cité, métaphore de l'arc-en-ciel. Quand vous voyez pour la première fois un arc-en-ciel entre deux collines, vous pouvez penser que c'est un pont physique qui relie deux collines, s'il est complet. Et quand vous vous déplacez, eh ben, le pont, il bouge avec vous. Donc, votre seconde réaction, après avoir pris au sérieux que c'était pensé que c'était un pont physique, vous dites c'est une illusion. C'est un rêve, je rêve, c'est une illusion de ma conscience. C'est dans ma conscience qu'est l'arc-en-ciel, puisque quand je bouge, il bouge avec moi. C'est une illusion? Non. L'arc-en-ciel dépend de la présence de gouttes d'eau dans l'air et des lois de réfraction de la lumière sur ces gouttes d'eau. Donc l'arc-en-ciel n'est pas une pure illusion, mais ce n'est pas non plus un objet physique. Il dépend, et c'est ça le point clé de la métaphore, il dépend en partie pour ses propriétés, position et vitesse, de vos propriétés, position et vitesse. Voilà pourquoi l'arc-en-ciel est moins réel qu'un objet, mais plus réel que l'idée d'un objet, voyez-vous, ou qu'un rêve. Et ben voilà, c'est pareil pour moi pour la réalité du monde dans lequel nous vivons. C'est l'arc-en-ciel. Ce sont les particules, tout ce qui nous constitue sont comme des arcs-en-ciel. Que pensez-vous de l'idée de Bernardo Kastrup qui parle de dissociation à l'intérieur de la conscience? Alors je dis, je m'inscris complètement en faux contre ça, je tiens vraiment à le dire, contre l'idée que la conscience serait à la base de la création, la conscience sous la forme que nous connaissons dans notre univers, serait à la base de la création de tout. Je dis absolument non. Un non ferme, massif, définitif, et je peux vous donner la preuve. La preuve, me disait mon maître Bernard d'Espagna, est la suivante. C'est ce qu'on appelle le solipsisme collectif. Rien n'existerait sauf nos consciences collectives, voyez-vous. Eh bien, la preuve, c'est que tous les scientifiques peuvent être d'accord pendant des siècles sur une théorie. Dire cette théorie est magnifique, tout le monde est d'accord, et un jour il y a un fait, un misérable petit fait expérimental qui arrive et qui détruit cette théorie. Donc, il y a quelque chose qui nous résiste. Il y a quelque chose au-delà de la conscience. Il y a quelque chose au-delà de l'union de toutes les consciences de la planète. Il y a quelque chose au-delà de l'union de toutes les consciences de tout l'univers, de toutes les consciences sur toutes les planètes de cet univers. Ce quelque chose, d'Espagnol appelé le réel lointain, non pas parce qu'il est lointain, physiquement, parce qu'il est conceptuellement lointain. Il est à l'intérieur de nous-mêmes, ce réel. Rappelez-vous Jésus, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Hein? Ce royaume ou ce réel, il est à l'intérieur de nous, mais il est conceptuellement lointain, parce qu'il n'est pas dans le temps, dans l'espace, parce qu'il y a des phénomènes complètement bizarres qui se produisent, parce qu'il est blanc et noir, parce que. Donc il est conceptuellement lointain, alors que le réel, même s'il y a des milliards d'années-lumière, il est proche, parce qu'il est conceptuellement proche. Donc dans cette vision, je dirais que l'univers est quelque chose d'encore bien plus extraordinaire que quelque chose qui soit issu de la conscience ou de l'ensemble des consciences ou d'une dissociation de ce qu'on appelle, encore une fois, le solipsisme collectif, c'est-à-dire effectivement le fait qu'il n'existerait que l'ensemble des consciences sur Terre et que c'est ça qui donnerait naissance à la réalité. Alors je pense, et je vous l'ai dit, que bien sûr l'esprit est fondamental, que bien sûr la matière est secondaire, que bien sûr il existe, on y reviendra, je pense, la conscience existe à l'état pur, comme il existe de la matière, comme il existe de l'énergie, comme il existe du temps et de l'espace. C'est le regretté Dominique Laplane, qui était un des fondateurs de l'Université intersidéraire de Paris, qui a écrit plusieurs ouvrages passionnants, un grand neurologue sur la conscience, qui disait que la conscience existe à l'état pur. Et comment il pouvait le prouver, ça vaut le coup de l'expliquer, par des patients qui avaient une maladie grave. Et cette maladie faisait qu'ils étaient incapables de bouger, de vivre normalement. Mais ils pouvaient rester dans leur baignoire et mourir de faim dans leur baignoire. Mais si vous leur dites « habille-toi, lève-toi, mange », il n'y a aucun problème. Ils sont complètement normaux, ils peuvent jouer au bridge, ils peuvent même jouer aux échecs, du moment qu'ils sont stimulés, ils sont parfaitement normaux. Mais s'ils sont tout seuls, j'en ai vu un, c'est impressionnant, la personne reste comme ça, figée, et ne bouge pas pour l'éternité, jusqu'à la mort. Et bien, Laplane leur a dit « mais quand vous êtes dans ces états incroyables, là, vous ne bougez pas, est-ce que vous êtes conscient ?» Ah, bien sûr, docteur. Mais vous êtes conscient de quoi? Ah ben de rien. Mais c'est pas possible. Il y a une théorie qu'on appelle les qualia de conscience. C'est-à-dire si vous êtes conscient de quelque chose. Vous avez forcément des pensées qui vous traversent. Ah ben c'est peut-être impossible pour vous, docteur, mais pas pour moi. Et donc Laplane en a déduit que comme les militants orientaux arrivaient par des efforts énormes à un état de non-conscience, ces pauvres gens malades avaient un problème dans le cerveau qui les mettait,
qui les switchait et faisait qu'ils étaient en état de non-conscience permanente, sauf quand on les stimulait et qu'on leur parlait. La conclusion de Laplane, c'est que la conscience existe à l'état pur et que le cerveau est en fait comme un forgeron qui, à partir du métal, va faire un cheval ou un coq en métal, voyez-vous, eh bien, le cerveau, en fait, recevrait la conscience et la transformerait en une conscience individuelle. Donc là, ça va un peu dans l'idée de Kastrup, indirectement, de ce que vous me dites. La conscience existerait à l'état pur, et cette conscience collective, enfin, unique, la conscience comme il y a de l'énergie. Et donc, ce serait un fondamental de cet univers. Mais, le grand mais, c'est que c'est un fondamental de cet univers, ce n'est pas l'origine de cet univers. La conscience serait une constituante fondamentale, comme le temps, l'énergie, l'espace, peut-être même un peu plus fondamentale, mais c'est une constituante de cet univers, ce n'est pas à l'origine de cet univers. La différence est essentielle et doit être évidemment mentionnée. Néanmoins, il est évident que la conscience joue un rôle beaucoup plus global et beaucoup plus grand que le rôle d'un simple épiphénomène produit par le cerveau, comme le pensent les matérialistes. Je ne crois pas que Kastrup défende l'idée d'un solipsisme généralisé, mais bien celle d'une conscience comme donnée ontologique de base. Alors justement, je m'inscris en faux absolument contre l'idée que la conscience, sous la forme que nous connaissons, nous, dans le cosmos, soit à l'origine du cosmos. Je pense que c'est une erreur philosophique, scientifique, complète, totale, générale. C'est une énorme erreur, parce que le cosmos, ce qui est à l'origine du cosmos, est beaucoup plus riche que la conscience. Je vais vous donner une idée, une image. On me dit parfois, tout est énergie. Ah, c'est vrai, la matière, le temps, l'espace, c'est rien, tout est énergie. Il y a plein de trucs sur l'énergétique, dans les niveaux, on mélange le quantique à tout ça, etc. Je dis non! La non-séparabilité quantique montre que la réalité est quelque chose de beaucoup plus extraordinaire que toutes les formes d'énergie. Voyez-vous? De la même façon, ce qui est le réel ultime est beaucoup plus extraordinaire que toutes les formes de conscience. La conscience, certes, n'est pas un épiphénomène du cerveau, comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose de fondamental dans notre univers, mais on parle bien de l'intérieur du cosmos. Le cosmos surgit d'un autre niveau de réalité, a été fait avec temps, espace, matière, énergie et conscience. Je répète, je ne peux pas le dire plus fortement, la conscience n'est pas à l'origine de l'univers, et donc je m'inscris en faux contre toutes les théories que vous avez citées, qui, je pense, ne reposent sur rien. D'abord, elles ne reposent sur... Il n'y a pas de preuve de ça. Et deuxièmement, donc on peut dire tout ce qu'on veut, hein, c'est pas popérien, mais surtout, mon argument, il est plus subtil. C'est pas encore assez extraordinaire. Ces gens-là qui disent quelque chose qui leur paraît extraordinaire, la conscience est origine du univers, je dis, mais non, les gars, vous êtes des petits joueurs, là. Vous êtes des petits joueurs. La vérité, c'est comme ce que je dis aux gens qui disent que tout est énergie. Vous êtes des petits joueurs. La vérité, la réalité est encore beaucoup plus extraordinaire que ça, beaucoup plus grande que ça, beaucoup plus incommensurable que ne peut l'être toute vision et toute définition de la conscience, et c'est pour ça qu'elle est admirable, et c'est pour ça que nous devons l'admirer et peut-être même l'aimer. Navré d'insister, c'est peut-être une question de vocabulaire uniquement, mais je ne crois pas que pour Bernardo Kastrup, il soit question de solipsisme ou d'inconscient collectif, mais d'une conscience universelle qui englobe la totalité des consciences. Alors je vais le dire autrement. La seule conscience qui serait supérieure à l'univers serait la conscience du créateur de cet univers, point barre. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule et unique situation où on peut parler d'une conscience qui transcende l'univers, c'est la conscience du créateur de cet univers, s'il y en a un, c'est tout. Donc Dieu est une conscience. Si Dieu existe, il a forcément une conscience, parce qu'avoir une conscience, c'est être un agent libre, évidemment, et avoir conscience de soi. Est-ce que la conscience vient de la relation ? Alors là, c'est l'inverse, je vous trouve petit joueur, je vous trouve matérialiste, là, carrément, en disant ça. Je vous trouve vraiment matérialiste. Et Schopenhauer aussi, évidemment. Moi, je vous ai dit exactement le contraire. J'ai dit la conscience est beaucoup plus riche. La conscience est apparue bien avant qu'il y ait le premier insecte, bien avant qu'il y ait la première pierre, bien avant qu'il y ait le premier arbre. La conscience, c'est pas du tout la relation. La conscience, c'est quelque chose comme la matière, l'énergie. Ça existe à l'état pur. Ça a été insufflé dans notre univers. Mais elle était là, c'est ma métaphore du métal de tout à l'heure. Je voudrais y retourner. Elle était
était là sous forme potentielle. Quand vous avez des cerveaux qui captent la conscience, ils transforment la conscience en une conscience. C'est l'idée d'Aristote, vous savez, actualisation, potentialisation, etc. Il y a un truc qui est potentiel et puis ça s'actualise. Donc la conscience existe bien avant les premiers insectes, les premiers, etc., comme quelque chose de global, mais c'est un potentiel, et ça va s'actualiser quand des cerveaux vont capter cette conscience et vont en faire les premiers êtres vivants développés et les premiers êtres vivants capables de comprendre qu'ils existent, ce qui est extrêmement limité, comme je l'ai dit, aux hommes, aux grands singes et aux dauphins. Voilà. Donc là, je vous trouve presque plus proche du matérialisme que moi par votre question. Justement, est-ce que l'actualisation de la conscience survient dans la relation? Alors, évidemment, la relation joue un rôle. Vous avez tout à fait raison de dire que la relation, il n'y a pas de conscience. Vous savez bien que quand on élève un enfant chez les loups, par exemple, et qu'il a vécu sans jamais avoir été élevé par les êtres humains, ces enfants sont complètement handicapés à vie et n'arrivent pas à récupérer une conscience normale. Donc, évidemment que la relation est essentielle pour un développement fructueux de la conscience. Donc je répète, la relation est essentielle pour un développement fructueux de la conscience, mais la conscience par elle-même ne naît pas de la relation. Affirmer cela serait sombrer dans un matérialisme assez primitif. Sans parler de la relation d'humain à humain ou à animal, qu'en est-il de la relation à l'inerte? L'inerte existe-t-il? Il existe différents niveaux. Certaines doctrines ésotériques, je pense à Maître Philippe de Lyon par exemple, enseignent que on peut devenir au cours d'évolutions successives, un minéral peut devenir une plante un animal et un animal un homme, par évolution successive de niveau de conscience. Pourquoi pas, ça me parle pas mal, mais ça reste une spéculation, ça reste un savoir ésotérique qui a peut-être une certaine crédibilité. Maintenant, vous savez qu'il y a des choses remarquables avec les arbres, vous avez parlé d'arbres. On a montré que quand, par exemple, un arbre est attaqué et mangé, son écorce est mangée par des chevreuils ou des gazelles, il émet des phéromones qui vont prévenir les autres arbres portés par le vent, et ces arbres vont alors changer, vont émettre un poison dans leur écorce qui va les protéger de la présence d'être mangés par les gazelles. C'est une démarche extraordinaire. Alors ça n'implique pas forcément que les arbres aient une conscience, mais ça implique quand même un niveau de relation, puisque ce mot est important pour vous, assez extraordinaire. Maintenant, j'ai aucune preuve que la pierre ait un niveau de conscience. Maintenant, il y a des phénomènes dans les insectes qui sont très primitifs, mais quand un insecte se dirige vers la lumière plutôt que vers l'obscurité, est-ce qu'on peut dire que c'est de la conscience ou que c'est un truc qui est préprogrammé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'expérience des arbres avec cette augmentation du tanin dans leur écorce quand un arbre les alerte est assez impressionnante. Il y a aussi des communications dont on pense que les arbres sont capables de faire par les racines, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Mais est-ce que ça mérite le mot conscience? Je n'en suis pas sûr, même si, comme je l'ai dit, certains savoirs ésotériques disent qu'en fait, mais moi-même, déjà, je ne crois pas forcément à l'idée que dans nos vies antérieures, on était un animal. C'est une croyance qui est une croyance plutôt hindoue, même si je vois chez certains maîtres occidentaux, comme Maître Philippe de Lyon que j'ai déjà cité. Bon, après, c'est vraiment une question de croyance, on ne sait pas, c'est une question d'idée personnelle. Hein. Voilà, moi, personnellement, je ne pense pas qu'on ait été des animaux avant d'être des esprits humains, mais je peux me parfaitement tromper. Il n'y a aucune preuve, ni dans un sens, ni dans l'autre. La programmation ou la pré-programmation n'interdisent pas la conscience. Non, bien sûr, mais quand je dis préprogrammé, c'est-à-dire que les insectes qui étaient moins attirés par la lumière sont morts de faim parce que leur nourriture se trouvait, par exemple pour les insectes qui vivent dans l'eau, se trouvait à la surface de l'eau, et donc voilà, c'est la question de l'avantage sélectif. Vous savez, le darwinisme dont on parlera explique quand même beaucoup de choses, même s'il n'explique pas l'évolution, beaucoup de choses qu'on pourrait expliquer de façon plus, je veux dire, spectaculaire ou spirituelle peuvent aussi s'expliquer par les phénomènes de sélection. C'est peut-être le cas pour les insectes dont je parlais tout à l'heure ou dont vous avez parlé. Comment expliqueriez-vous le fait que la théorie de l'évolution n'explique pas tout? Alors, il faut d'abord bien séparer les termes. Vous parlez de théorie de l'évolution. Il y a
la théorie de l'évolution et il y a les mécanismes pour cette évolution. Stephen Jay Gould, grand darwinien, même atypique et grand paléontologiste, dit « La théorie de l'évolution ne dit rien d'autre que tous les êtres humains sont issus par des liens de descendance. » Elle ne dit rien sur les mécanismes de cette descendance. Ceci est essentiel. Donc évidemment, je dirais, hors d'évolution, point de salut. Vous avez parlé de la théorie de l'évolution. On ne peut pas remettre en cause l'idée que tous les êtres vivants viennent d'un ancêtre commun, sauf à dire d'horribles bêtises créationnistes et à se ridiculiser. Je peux vous en parler en détail si vous voulez tout à l'heure, ou si vous n'êtes pas convaincu, ou si vous pensez que vous avez dans votre public des gens suffisamment peu informés, je reste poli, voyez-vous, suffisamment peu informés pour penser que nous pouvons ne pas descendre d'un ancêtre commun. Maintenant, la vraie question, c'est comment on descend. Il y a eu d'abord le mécanisme lamarckien, qui était faux, puisque si on coupe les queues d'une souris pendant 50 générations, les souris ont toujours des queues. En fait, Lamarck pensait, pour faire simple, que quand une girafe a un cou long, c'est parce que les ancêtres de la girafe ont tiré sur leur cou pour manger les feuilles les plus élevées. Quand Darwin arrive, il dit « mais non, pas du tout, en fait c'est très simple, quand il y a des sécheresses, les girafes qui par hasard sont nées avec un cou long quelques années auparavant, peuvent manger des feuilles plus élevées dans les arbres que les autres girafes. Et donc, ces girafes-là survivent. Les autres meurent de faim. Il y a un petit différentiel d'adaptabilité entre les girafes à cou long et les girafes à cou moins long quand il y a des sécheresses. Et donc, au bout de millions d'années, eh ben, on a des girafes avec un cou très long, qui sont les descendants de toutes les girafes, qui chaque fois qu'il y a une sécheresse, ont eu le coup de bol de naître avec un cou plus long. Voilà, en gros, le darwinisme, c'est ça. On peut dire aussi que le darwinisme, c'est les lions et les gazelles. Plus une gazelle court vite, plus elle échappe au lion, plus elle a une chance de faire des enfants. Et si elle court moins vite, elle sera bouffée. Et plus le lion court vite, plus il a une chance de bouffer de la gazelle et donc de survivre. Sinon, il va mourir de faim. Et donc, on a des lions et des gazelles qui courent de plus en plus vite. C'est caricatural, mais c'est ça le darwinisme. Et bien sûr, ça marche dans plein de cas, parce que, par exemple, votre système immunitaire est darwinien. Quand un nouveau virus arrive, il n'y a rien, il n'y a pas une banque de données virus dans votre corps pour dire « Ah, tiens, je vais sortir ça, le génome va sortir ça pour résister. » Non. La fièvre, c'est quoi ? C'est votre système immunitaire qui se met à agir très vite et qui mute 10 fois, 100 fois plus vite sous la pression de la fièvre et du nouveau virus qu'en temps normal. Et par effet d'essai d'erreur, il va trouver par hasard de quoi résister à ce nouveau virus inconnu ou pas. Et s'il ne trouve pas, vous mourrez. Mais si on est toujours là, c'est parce que ça fonctionne dans la plupart des cas et que donc l'humanité a pu résister à tous les virus non connus auparavant qu'elle a rencontrés, voyez-vous. Ça, c'est complètement darwinien. Alors, on est bien d'accord qu'il y a d'un côté un fait, le fait de l'évolution, et un mécanisme, par exemple, le mécanisme auquel aujourd'hui l'immense majorité des gens se réfèrent, c'est un néo-darwinisme amélioré, avec un peu d'épigénétique, etc., pour faire joli, mais c'est quand même l'idée que le hasard et la sélection naturelle sont à la base de tout ce que le vivant a pu créer. Et donc, pour moi, cette idée, évidemment, est tout à fait incomplète et imparfaite. Donc, je pense que le néo-darwinisme explique beaucoup de choses, mais des choses qu'on appelle la micro-évolution. Comment est-ce qu'un chien, à partir d'un loup, peut donner tous les chiens de la planète? Ça, on le sait. Ça a été fait par des éleveurs de chiens. Et donc, Darwin a pris le même exemple pour dire, vous voyez bien que si à partir d'un loup, vous pouvez faire à la fois un teckel et un dog danois, à partir d'un loup, vous faites un teckel et vous faites un dog danois. Et vous faites les caniches, vous faites tout ça, Vous voyez bien que c'est comme ça que ça fonctionne l'évolution. Eh bien non, parce qu'il y a un grand type, le type canidé, qui se retrouve, et on n'a jamais fait autre chose qu'un canidé. On fait à partir d'un loup des canidés. On fait à partir des félins, des chats, des tigres, des lions, des oslots, des panthères, c'est très différent, mais ça reste toujours des félins, voyez-vous. Donc, alors, quelle est la façon la plus simple de montrer qu'il y a quelque chose en plus dans l'évolution de la vie? En fait, ma vision, et c'est pas seulement la mienne, c'est celle d'un grand paléontologiste comme Simon Conway-Morris, c'est celle du prix Nobel de médecine Christian de Duve, que j'ai bien connu, qui disait « Dieu joue au dé parce qu'il est sûr de gagner ». Il voulait dire par là que la nature, et les lois de la nature, vous qui parlez de nature, je pense tellement d'y revenir, canalise l'évolution. Le hasard est canalisé comme des billes que l'on serait au sommet d'une colline, et que dans cette colline, il y aurait des ravins, et que les billes ne peuvent aller que là où il y a des ravins.
Il y a du hasard. On ne sait pas quel ravin quelle bille va emprunter quel ravin à l'avance, mais on sait à l'avance que les billes ne peuvent emprunter qu'un ensemble fini de ravins et ne peuvent pas aller ailleurs, parce qu'ailleurs, elles ne peuvent pas rouler. Ailleurs, c'est des collines, et, enfin, c'est des bosses, et ce n'est pas des creux, vous voyez. Voilà. Donc l'évolution est canalisée vers un certain nombre, la phrase la plus provocante, jamais dite par un grand paléontologiste, Simon Conway-Morris, chaire de paléontologie à Cambridge. C'est pas un créationniste américain du Sud-Ouest, ni même un gars de l'intelligent design, on en parlera après. Non. Conway-Morris dit, attention, un programme de recherche, ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, pourrait donner un programme de recherche plus profond, dans lequel il y aurait toujours des mécanismes darwiniens absolument fonctionnels, mais où les grandes formes fonctionnelles, c'est-à-dire la forme canidée, la forme félin, la forme primate pour nous les hommes, seraient préexistantes depuis le Big Bang. Et là, on arrive dans une vision platonicienne, où il existe des formes fondamentales, et que ces formes fondamentales attirent vers elles l'évolution de la vie, comme avec des attracteurs étranges. Vous connaissez sans doute la notion d'attracteur étrange qui attire en fait certaines courbes ou certaines trajectoires vers un but prédéfini, voyez-vous. Et donc cette vision-là, comment la prouver? Eh bien, c'est ça le travail de Conway-Morris. Il appelle ça la convergence évolutionniste. Et je prendrai qu'un seul exemple. On prend l'œil à cristallin rétine qui est le nôtre. Nous l'avons hérité des poissons qui en ont un. Et donc tous les batraciens, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous les mammifères ont le même œil. Descendance, classique. C'est l'évolution. Mais Darwin a dit « l'œil m'empêche de dormir » parce qu'il se disait « mais comment un truc aussi perfectionné a pu arriver par essai et erreur ?» Des générations d'anti-darwiniens et de créationnistes se sont lancés dans la bagarre en disant « ah, l'œil c'est un super exemple pour contrer le darwinisme ». Eh bien non. C'est là où on voit que l'anti-darwinisme est une science très subtile, beaucoup trop subtile malheureusement pour la plupart des gens qu'on appelle anti-darwiniens, ils sont souvent des créationnistes. Parce que, tenez-vous bien, il existe un travail d'un Danois montrant qu'en 1824 étapes, 1824 étapes qui ne changent que 1% au maximum à chaque fois. Parfois, c'est 1/1000% pour faire 1824 étapes. Vous pouvez passer de pas d'œil du tout, c'est-à-dire d'une simple cellule photoréceptrice dans un insecte, une amibe dont on parlait tout à l'heure, à l'œil parfait que nous avons nous. 1824 étapes, jamais un changement de plus d'1%. En quelques centaines de millions d'années, ça se fait, mais les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Et ça se fait par un mécanisme darwinien. Donc le grand argument anti-Darwin s'effondre comme neige au soleil, mais, et c'est là où c'est vraiment génial, ce qui va être le grand argument anti-Darwin, c'est qu'on a des yeux à cristallin rétine, non pas un, mais beaucoup trop. Et je vous explique. Il y a une araignée, les araignées ont des yeux à facettes qui n'ont rien à voir avec les nôtres, mais il y a une araignée qui a des yeux à cristallin rétine comme les nôtres, alors que tous ses cousins n'en ont pas. Il y a un escargot des mers qui a des yeux à cristallin rétine qui lui servent à rien parce qu'il se déplace de 1 centimètre à l'heure. Il a des yeux perfectionnés à cristallin rétine sur ses antennes. Et ma favorite, je pourrais vous envoyer l'illustration pas dans le film, c'est la méduse cuboséane. C'est une méduse avec des yeux parfaits à cristallin rétine comme les nôtres, alors qu'elle n'a même pas de cerveau. Je vous demande à quoi servent des yeux parfaits, comment des yeux parfaits peuvent être bâtis par la sélection naturelle si vous n'avez même pas de cerveau pour les exploiter. Donc, la présence de ce que Conway-Morris appelle la convergence évolutionniste, maintenant je résume bien le concept, l'ancêtre commun de la méduse cuboséane, de l'araignée qui a des yeux comme nous, de l'escargot qui a des yeux comme nous, et de tous les vertébrés venant des poissons comme nous, n'a évidemment aucun œil. C'est une bactérie, l'ancêtre commun à tous ces êtres, qui n'a absolument pas d'yeux. Et voilà que le même œil est apparu, là. Vous comprenez bien que l'argument ne tient absolument pas s'il s'agit d'yeux différents. Ces yeux différents, comme les yeux à facettes des insectes, ont été formatés par la sélection naturelle, chacun dans son domaine, chacun au cours de millions d'années. Oui, mais quand vous retrouvez le même truc, là, c'est qu'il y a quelque chose qui attire vers cette forme fondamentale, l'œil à cristallin rétine. Et là, vous commencez à voir ce qu'on mémorise à 70 exemples comme ça, dans un livre malheureusement non traduit en français, qui s'appelle La solution de la vie, Cambridge University Press, Life Solution. Et ben voilà, c'est là que vous commencez à avoir une autre vision de l'évolution. Donc je résume, c'est pas l'œil à cristallin rétine qui est anti-darwinien, c'est pas sa genèse, son existence, c'est le fait que cet œil se retrouve partout,
et pas partout, on se retrouve en nombreux endroits, chez des animaux dont l'ancêtre commun n'a pas d'œil du tout. Et j'irai un peu plus loin. Il y a 10-12 ans, il y a eu un article dans Le Monde quand le film Avatar est sorti. Et l'article s'appelait « James Cameron, encore un effort pour être darwinien ». Et c'était une critique, si vous voulez, humoristique du film en disant « Bon, sur Pandora, il y a des êtres, ils sont bleus, ils ont une queue, mais enfin quand même, ils ont des nez, des yeux, des oreilles comme nous, ils ont des bras, ils ont des jambes. C'est impossible !» Parce que regardez, le darwinisme classique, c'est chaque caractéristique de la nature, c'est une mutation hasard qui a rencontré des conditions qui lui ont permis d'être sélectionné. Donc chaque trajectoire évolutionniste, de l'ancêtre, là c'est l'ancêtre commun, jusqu'à nous, ou jusqu'aux papillons, ou jusqu'aux séquoias, ou jusqu'aux baleines, c'est une suite tellement incroyable de rencontres de deux séries causales de hasard indépendants, la mutation et les conditions de sélection, que vous ne pouvez pas avoir deux fois le même truc. Donc sur une autre planète, vous ne pouvez pas avoir des êtres équivalents à nous, c'était l'argument. Et j'ai publié un article dans Le Monde, c'est pas toujours que Le Monde me prend, le non-darwinisme visionnaire de James Cameron, sur le même ton. J'expliquais pas du tout, au contraire, c'est la nouvelle vision de l'évolution. Du coup, il y a d'autres qui sont arrivés derrière en disant, on peut pas laisser John Stone avoir raison, parce que si John Stone a raison, c'est la fin de la démocratie, de la République, de la laïcité, de la liberté, de la révolution de 1789. Donc le darwinisme doit accepter la possibilité qu'on ait des convergences, ce qui est absurde, mais c'est ce que j'appelle le darwinisme attrape-tout. Chaque fois que vous critiquez le darwinisme, on vous dit « Ah non, 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 là vous critiquez le darwinisme d'hier, mais le darwinisme d'aujourd'hui intègre tout ça. » Voyez-vous, j'ai trouvé face à une théorie passionnante de Anne d'Ambricourt-Malassé, qui justement est une théorie qui montre, on y reviendra peut-être, qu'il y a une cohérence sur 60 millions dans l'évolution de l'homme depuis un truc comme une souris jusqu'à l'homme actuel. Elle montre qu'il y a une tendance générale, que donc c'est ces fameuses tendances qui vont vers des formes fonctionnelles qui attirent l'évolution dont parle Conway Morris. Il y a des darwiniens qui l'ont critiqué en disant cette théorie est complètement créationniste, c'est une honte, c'est hors dehors de la science. Et d'autres, pardon, la même théorie, oh mais ça c'est complètement darwinien, ça s'explique parfaitement par le darwinisme, il y a zéro problème, vous voyez. Ça c'est le darwinisme attrape tout. Mais il y a eu ce débat dans Le Monde, dont je pourrais donner aussi les références si vous voulez les mettre dans le truc. Il y a eu 4 articles dans Le Monde là-dessus, parce que Vincent Fleury est arrivé derrière, qui est justement Vincent Fleury, qui a été dans le jury de direction d'habitation des recherches d'Anne d'Ambricourt, montre bien qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que le hasard et la sélection naturelle, en analysant justement les processus embryologiques. C'est aussi une démarche très très intéressante qui montre qu'il y a des logiques de flux, il y a des logiques de contraction, comme chez Anne d'Ambricourt, il y a des logiques d'opposition de flux, il y a des logiques de construction qui vont au-delà du hasard et de la sélection naturelle. Donc voilà, donc l'exemple le plus intéressant pour montrer que le darwinisme n'explique pas tout de l'évolution, c'est quand même cette idée de convergence qui fait signe à l'existence, en quelque sorte, de formes platoniques qui existeraient dans l'invisible, enfin, au-delà du Big Bang, dans un monde justement dont la physique quantique nous révèle l'existence aussi, un monde au-delà du temps, de l'espace, de l'énergie et de la matière, et qui attirerait l'évolution vers des formes fonctionnelles stables qui, elles, s'incarneraient ainsi sur Terre, mais pas uniquement au hasard. On ne met donc pas le hasard à la poubelle. Mais il n'explique pas tout, c'est correct? Mais attention, le hasard et la sélection naturelle, parce que si vous me dites que le hasard n'explique pas tout, un darwinien dira « Mais bien sûr que le hasard n'explique pas tout, c'est le hasard avec la sélection naturelle. » Donc le couple hasard-sélection naturelle n'explique pas tout, même si on le raffine et qu'on y rajoute l'épigénétique et d'autres décorations. Comment expliquer l'organisation de ces canaux qui vont permettre aux billes de prendre le bon chemin? On appelle justement ça un paysage évolutionniste, ce paysage de la colline avec des canaux. Et donc ce paysage évolutionniste, évidemment, pour un croyant, c'est quelque chose créé par Dieu. Pour un non-croyant, c'est simplement la nature est construite comme ça, avec des formes fondamentales, des attracteurs, si vous voulez. Prenons un exemple, deux personnes sont absolument pas croyants, agnostiques, Roger Penrose, récent prix Nobel de physique, que j'ai très bien connu, et le grand mathématicien médaille Fields, Alan Kohn. Tous les deux disent qu'il y a un monde des objets mathématiques avec lesquels le cerveau humain est en contact. Les mathématiques, c'est pas comme un truc qu'on invente. Les mathématiques, c'est comme l'Afrique. Vous découvrez l'Afrique, vous ne l'inventez pas. Vous découvrez le pôle Nord, vous ne l'inventez pas.
Justement, c'est ce que je disais, la conscience ne fait pas tout, il y a des choses qui nous résistent. Donc, on découvre des choses, c'est pas la conscience qui crée tout. Et donc, l'idée serait la même. L'idée, c'est qu'il y aurait, de même qu'il y a un monde des objets mathématiques que l'esprit humain peut découvrir, il y aurait un monde des formes fondamentales qui gouvernerait les grandes lignes de l'évolution. Pour un croyant, c'est créé par Dieu, mais la science nous oblige évidemment pas du tout, il faut être rigoureux, à croire cela. Elle nous dit simplement, la nouvelle science de la vie en biologie nous dit, ah ben tiens, il y aurait un truc qui canaliserait l'évolution. Voilà. Alors je mentionne quand même, au niveau des mathématiques, puisque j'en ai parlé, on va peut-être pas y revenir, le personnage de Ramanujan. Il y a un film qui s'appelle L'homme qui défiait l'infini, et en anglais c'est plus joli, c'est L'homme qui connaissait l'infini, sur cet extraordinaire jeune hindou qui a écrit 3000 théorèmes de mathématiques sans aucune démonstration, qui est venu invité à Cambridge par un grand professeur, et en 1914, mauvaise période pour faire des maths, parce que de Première Guerre mondiale, en plus il mangeait le climat anglais, en plus il mangeait pas de viande, enfin voilà, donc il est mort malheureusement assez rapidement du suite de son séjour en Angleterre, mais il a écrit 3000 théorèmes, dont 2900 sont vrais, il a fallu un siècle pour le vérifier, et quand on lui demandait comment il faisait pour écrire un théorème juste sans démonstration, il disait c'est la déesse Intel, comme il était très croyant, qui me l'a mis dans la bouche, et il disait formule ne m'intéresse que parce qu'elle exprime la pensée de Dieu. Et alors quand tu disais, ben t'as rien à faire, alors, parce que tu écris des trucs, non, il faut beaucoup bosser pour avoir le contact avec la déesse, c'est un très gros boulot, moi je bosse énormément, et ça se fait pas tout seul. Et donc beaucoup de grands mathématiciens agnostiques disent qu'ils ont ce contact avec le monde des mathématiques. Donc l'existence de ce monde des mathématiques ne prouve évidemment pas, mais rend crédible l'existence de formes platoniciennes qui pourraient diriger l'évolution biologique, c'est ce que je pense. Les théories de l'évolution et la paléontologie sont-elles des mythes modernes ? Ce que vous venez de dire permet de lever certaines ambiguïtés. La théorie de l'évolution est parfaitement vraie et il n'y a absolument aucun problème avec les découvertes paléontologiques. C'est l'interprétation de ces découvertes par certaines personnes qui peuvent poser problème, mais de toute façon, les faits de l'évolution, que ce soit les faits paléontologiques ou les faits génétiques, sont des faits. Après, comme je l'ai dit, ce sont les mécanismes évolutifs qui restent à déterminer. Et pour moi, ces mécanismes sont encore inconnus. Nous avons des façons de démontrer qu'il y a plus que le hasard à la sélection naturelle. Et c'est là où est le débat. Mais il n'y a aucune raison de remettre en cause la théorie de l'évolution et les découvertes paléontologiques. La Terre tourne autour du Soleil. C'est un fait. Même s'il y a des gens stupides qui veulent remettre ça en cause. La Terre tourne autour du Soleil, mais comment elle tourne autour du Soleil? Est-ce que c'est de façon newtonienne ou de façon einsteinienne? Dire la théorie de l'évolution est forcément liée au darwinisme, comme le font les anglo-saxons, qui parlent de Darwinian evolution, c'est aussi stupide que si on dit la Terre tourne autour du Soleil, mais c'est parfaitement newtonien. Et vous n'avez pas le droit d'introduire une autre théorie plus évoluée, parce que non, c'est comme ça, sinon vous êtes créationniste stupide, et vous croyez que la Terre est plate, voyez-vous? Est-ce que la théorie de l'évolution est correctement enseignée aujourd'hui? J'ai été témoin dans les 40 dernières années en France, les pays anglo-saxons, je pense que les pays anglo-saxons sont déjà beaucoup plus darwiniens que nous, d'une dérive vers le darwinisme et vers le matérialisme. J'ai passé mon baccalauréat en France en 1981 avec un manuel de terminale que j'ai heureusement gardé jusqu'ici et qui est un manuel de Bordas et qui parlait des théories de l'évolution. À l'époque, il parlait du lamarckisme, ils essayaient de ressusciter un peu le lamarckisme, c'était une tentative peut-être un peu désespérée, mais il parlait de différentes choses et il montrait bien le darwinisme dans son contexte. À ma connaissance aujourd'hui, c'est complètement terminé. Les manuels d'évolution sont complètement darwiniens. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut remettre en cause la théorie de l'évolution, mais qu'il faut remettre en cause l'unanimité que l'on donne comme explication de la théorie de l'évolution par le darwinisme. J'espère que j'ai été clair. On reproche aux croyants d'avoir un Dieu bouche-trou, invoqué quand apparaissent les limites de notre savoir. Mais certains reprochent à la science d'avoir des bouches-trous. Qu'en pensez-vous? Alors déjà, faut rappeler que pour un matérialiste, c'est, je l'ai déjà dit, le couple hasard-sélection naturelle qui fait tout. Et Darwin l'a dit. Il a dit la sélection naturelle est ma divinité. Donc ce n'est pas le hasard seul ne peut rien,
tout darwinien normalement constitué vous le dira, mais c'est la sélection naturelle qui est la divinité. Donc les matérialistes ont bien un dieu ou une divinité, pas peut-être bouche-trou, mais en tout cas leur divinité, c'est la sélection naturelle, évidemment. Ensuite, le prix Nobel Sir John Eccles, grand spécialiste du cerveau que j'ai eu la chance de connaître, s'amusait à ce qu'on appelle le matérialisme de la promesse. C'est-à-dire, on vous garantit qu'on aura une explication purement matérialiste de la conscience en termes de choses qui émergent ou qui est sécrétée par les mécanismes neuronaux, même si on n'a pas la moindre idée de comment c'est possible. Même s'il y a autant, dans la biologie, aujourd'hui, la plupart des gens, tout le monde est néo-darwinien avec des petites variantes. Il y a même des grosses variantes, mais ils sont néo-darwiniens. Dans le domaine de la conscience, c'est beaucoup plus incroyable. Il y a autant de théories de la conscience qu'il y a de scientifiques sur le domaine. Et toutes ces théories sont matérialistes. C'est là où je vois un dieu bouche-trou. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, de toute façon, ils ne mettent pas en question. C'est comme tous les grands philosophes parlent hypothèse A, toutes les religions ont été créées par l'homme pour faire face à la peur de la mort, et ils négligent l'hypothèse B, il y a quelque chose dans les religions qui n'est pas d'origine humaine. Par définition, ils négligent ça, ce qui est absolument absurde. Ouais, c'est incohérent. Donc, oui, parce que c'est pas ça, la philosophie doit prendre en compte la réalité du monde, et la réalité du monde, c'est de se poser des hypothèses. Vous ne pouvez pas exclure, par exemple, a priori que le miracle est possible. Oui, voilà, ce genre de choses. Donc, par rapport à ça, donc effectivement, le dieu bouche-trou, c'est important, parce que c'est une critique que l'on fait aux croyants, qui consiste à dire, on ne comprend pas ça, donc Dieu l'a fait. Le tonnerre, on ne comprend pas, donc c'est la colère de Zeus. Ben non, c'est phénomène électromagnétique. L'épidémie de peste, on ne comprend pas, donc c'est une punition divine. Ben non, en fait, c'est juste une bactérie, vous comprenez. Voilà, donc en fait, ça, c'est évidemment un piège assez grave pour les croyants. Et alors, il y a deux façons de l'éviter, c'est que d'abord, il y a des arguments, j'ai parlé tout à l'heure d'arguments apophatiques, on ne sait pas, vous voyez. Et puis il y a des arguments cataphatiques. Cataphatique, c'est l'inverse d'apophatique, c'est positif. Par exemple, le réglage fin de l'univers est un argument, sauf si on postule qu'il y a une infinité d'univers parallèles, ce que sont obligés de faire les matérialistes, et là ils sont sur la défensive. Le réglage de notre univers est tellement précis, ce qu'on appelle le principe anthropique, que ça induit l'idée qu'il faudrait un principe créateur. Vous voyez. Ça, c'est un argument positif pour l'existence d'un créateur. C'est un argument réellement positif. Ces arguments qui ont été très bien développés dans le livre Dieu, la science, les preuves, qui est un énorme best-seller, vous avez dû entendre en parler jusqu'en Suisse, de Michel-Yves Bolloré et d'Olivier Bonassis. Et je fais publier aux éditions Très Daniel, dans une collection qui va s'appeler Dieu, la science, les preuves, un livre qui va encore plus loin, qui s'appelle Le retour de l'hypothèse Dieu, de l'américain Steve Meyer. On en parlera justement. Le retour de l'hypothèse Dieu qui va dans ce sens-là. Donc ça, c'est des arguments positif envers l'existence de Dieu. Mais, il y a, pour le reste, quand on dit, par exemple, l'autre monde n'est ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, comment est-ce que je peux le savoir? Comment est-ce qu'une nouvelle théorie ne viendra pas balayer tout ça? Il y a un argument fondamental, là. C'est vraiment une nouvelle épistémologie. Ça consiste à dire, on sait très bien pourquoi on ne saura jamais certaines choses. Vous démontrez en négatif. Et une fois que c'est démontré, c'est fait. On sait qu'une précision d'un cheveu sur la distance Paris-Los Angeles, pourquoi on ne pourra jamais connaître la position et la vitesse d'une particule au même moment. C'est le principe d'incertitude de Heisenberg, et il est testé avec la précision d'un cheveu sur la distance Paris-Los Angeles. Vous voyez ? Donc, on sait très bien pourquoi on n'aura jamais aucun système logique complet et cohérent, c'est à cause du théorème de Gödel. Vous voyez ? Donc, il y a des choses où on peut savoir de façon certaine qu'on ne saura jamais certaines choses. Et c'est donc une nouvelle épistémologie qui remplace le Dieu bouche-trou. C'est pas « je ne sais pas, donc Dieu l'a fait », c'est « non, on a démontré de façon absolument scientifique et donc avec certaines, un théorème de mathématiques, par exemple, c'est certain pour l'éternité, on a démontré que certaines choses, on ne les saura jamais. Donc la science est aussi beaucoup plus humble, du coup, voyez-vous. Voilà comment on peut se débarrasser, en tout cas, du Dieu bouche-trou en faveur de cette nouvelle épistémologie qui est, on sait très bien pourquoi on ne saura jamais certaines choses. Ne serait-il pas temps d'avoir une forme d'intelligent design, mais agnostique ? Donc bien sûr, là, comme je l'ai déjà dit, la nature, l'intelligence est bien sûr au-delà de la nature, de toute la nature, de tout le cosmos, ça me paraît une évidence. Vous avez tout à fait raison, je vais citer par exemple mon ami David Berlinski, qui est un juif tout à fait agnostique, et qui est un grand supporter de l'intelligent design.
Donc David Berlinski peut être un juif agnostique et soutenir l'intelligent design. Donc déjà, ça existe. Ensuite, la question intelligent design est une question complexe. Alors moi-même, j'ai été attaqué pendant des années comme étant entre autres un grand article dans Le Monde qui s'appelait « Le jeu de masque du néo-créationnisme » et qui était fait selon moi non pas par un journaliste mais par un tueur à gages. J'avais quand même 2 pages entières dans Le Monde contre moi, c'est un honneur. Et en disant que j'étais en fait le faux-né de l'intelligent design. Donc évidemment, moi qui n'ai à l'époque pas du tout été dans l'intelligent design, je les ai rencontrés mais j'en ai jamais eu de contact avec eux pendant 20 ans et quelques, c'était évidemment tout à fait malhonnête de m'accuser de cela, mais en vieillissant, je me suis dit, bon, j'en ai marre, je vais mettre les pieds dans le plat, et j'ai effectivement faire publier en France le livre, j'allais dire, le plus intelligent, c'est le cas de le dire, de l'intelligent design. Je suis en désaccord sur un point précis avec lui, mais ça concerne 2 chapitres sur 21, donc les 19 autres chapitres, je vous garantis leur intérêt fondamental de ce livre très très intéressant, donc le retour de l'hypothèse Dieu, qui demande un énorme travail de traduction et qui vient de paraître depuis quelques jours en France. On m'en joue pas, c'est quelques jours. Je vais en parler sur Radio Notre-Dame la semaine prochaine, donc vous pourrez faire dans le grand témoin de Louis Dauphren, chercher Jean Stone pour ceux qui veulent voir ce que j'en dirai. Donc, revenons aux fondamentaux de l'intelligent design. C'est quoi l'intelligent design et c'est quoi le problème? Mon ami le prix Nobel Charles Townes, quand on lui demandait est-ce que vous croyez à l'intelligent design, il est évidemment que l'univers est dessiné de façon intelligente. Je crois à l'intelligent design parce que les lois de l'univers sont réglées de telle façon à ce que la vie et la conscience apparaissent et sont réglées donc par un agent intelligent. Mais ça, c'est pas du tout la définition de l'intelligent design, et je dirais hélas, 1000 fois hélas, que donne le fondateur de l'intelligent design avec son livre Darwin Black Box, la boîte noire de Darwin, Michael Behe. Sachez que j'ai également fait traduire en France il y a très longtemps aux presses de la Renaissance, avec préface d'un grand scientifique français, Pierre Perrier, mais j'ai fait aussi traduire le jour même, à la même heure, c'était en 2009, pour l'anniversaire des 150 ans de l'apparition de l'origine des espèces de Darwin, c'était le Dieu de Darwin, de Ken Miller, qui est un grand scientifique catholique américain et qui est totalement darwinien. Donc j'ai fait publier La boîte noire de Darwin de Behe et le livre de Ken Miller, totalement darwinien, qui dit qu'on peut être totalement darwinien et croire en Dieu. Je vous laisse le lire évidemment, mais je ne partage pas cette idée. Je ne partage pas non plus l'idée de Michael Behe. J'ai publié mon propre livre Au-delà de Darwin, pour une nouvelle vision de la vie. Donc il y avait 3 livres, Position d'intelligent design, ma position du darwinisme chrétien. D'accord? Et alors, qu'est-ce qui bloque avec Behe, avec l'intelligent design? C'est une note, une simple petite note, qui est publiée dans le livre à la fin, dans un texte qui s'appelle 10 ans après. 10 ans après la publication de son premier livre, qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, il prend la position de Charles Townes sans le citer, et il dit, on dit souvent que l'intelligent design, c'est dire que les lois de la nature ont été dessinées pour que la complexité puisse se développer, mais quand moi je parle d'intelligent design, ce n'est pas ma définition, et pour moi c'est l'erreur fondamentale de l'intelligent design, c'est quelque chose qui est plus fort que les lois de la nature. Et si c'est plus fort que la nature, ça veut dire qu'il y a violation de la nature, des lois de la nature, ça veut dire qu'il faut en gros une suite régulière de miracles pour que l'évolution ait lieu. En gros, là où Meyer et moi et tous les gens d'intelligent design, nous sommes tous d'accord, c'est qu'il faut un input d'information de l'extérieur du système, univers, pour que l'univers soit créé, se développe, et surtout pour que la complexité se développe. En gros, les lois de l'univers telles que nous les connaissons et les conditions initiales de l'univers ne suffisent pas pour il faut ces fameux attracteurs étranges dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais pour moi, c'est des attracteurs étranges qui attirent l'évolution vers des buts, des goals, des buts de l'extérieur de l'univers. Pour Meyer et les autres, c'est une vision beaucoup plus simpliste, c'est un input d'information qui est fait par un agent intelligent, un esprit intelligent, qui dit la complexité c'est créé par des esprits. Ce sont des hommes qui créent des livres, qui créent des objets, etc. Donc voilà, quand on voit, c'est le fameux argument de William Paley, quand on voit une horloge, elle a été créée par un horloger, elle ne s'est pas faite par hasard et sélection naturelle. Bon. Donc de la même façon, quand nous voyons
l'œil, je dis que l'argument était faux, justement, quand nous voyons les êtres vivants, quand nous voyons l'incroyable perfection des cellules, eh ben, c'est le résultat du travail d'un concepteur intelligent. Et moi, je pense que c'est trop, pas assez subtil et trop direct. C'est donc ma différence fondamentale avec l'intelligent design. Je pense qu'il y a des lois de la nature qu'on ne connaît pas encore et qu'il y a des attracteurs étranges dont on peut voir indirectement les effets qui canalisent et attirent l'évolution dès avant même l'origine de la vie, déjà pour que la vie apparaisse et ensuite pour que la vie évolue. Voilà. Donc c'est ça la différence avec le intelligent design en ce qui me concerne, mais ça n'empêche pas que les gens du intelligent design disent des choses tout à fait fondamentales et très vraies, comme Meyer par exemple, dans le fait qu'ils font un input d'informations de l'extérieur du système pour que le système univers puisse se développer. Voilà encore une raison fondamentale pour dire que la conscience telle que nous la connaissons n'est pas tout dans l'univers, parce qu'elle-même, la conscience, ne peut strictement rien faire, et ça on peut le démontrer, sans un input d'information venant de l'extérieur du grand système univers, conscience incluse. Et ça, c'est toute la démonstration, justement, que nous faisons, moi et Meyer. La seule différence, c'est que je prétends que Bille et Meyer se donnent des verges pour se faire fouetter, quand ils disent qu'il y a cette nécessité d'un output plus fort que les lois de la nature, alors que pour moi, ce sont dans les lois qui ne sont pas encore découvertes, mais dont on peut déjà voir l'existence avec ce fameux phénomène de la convergence évolutionniste. C'est dans cela que résident justement les mécanismes qui permettent à l'évolution d'être dirigée et de se développer vers plus de complexité. Alors que pour les gens du intelligent design, c'est la nécessité d'une intervention d'un acteur extérieur au système, un peu comme un ingénieur qui ferait des réparations à une voiture, voyez-vous. Et ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ce qui est peut-être agaçant de la part de nombreux défenseurs de l'intelligent design, de mon point de vue, c'est leur constante référence au christianisme. Alors, c'est amusant ce que vous dites là. C'est très amusant, parce que justement, Meyer a changé de stratégie il y a très récemment, enfin 4-5 ans peut-être. Au contraire, alors je me permets de dire, sauf si vous pensez à des gens peut-être bien spécifiques, ou des chrétiens américains qui reprennent, mais tous les leaders du intelligent design, je les connais tous. J'ai débattu avec tous, je les connais tous. Les Behe, les Dembski, les Meyer, pendant 20 ans. N'ont jamais cité le Christ. Vous êtes dans l'erreur totale, là. Ils n'ont jamais cité le Christ, même pas une fois. Ils n'ont même pas cité Dieu, même pas une fois. Je peux vous le dire, lisez le retour de l'hypothèse Dieu de Meyer, c'est un changement total de stratégie, et il l'assume. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il décrit les débats qu'il a eus avec tous les matérialistes américains ou tous les gens chrétiens anti-intelligent design. Et tout voulait lui faire avouer. Ils étaient prêts à le torturer pendant des heures devant les caméras de télévision, mais pendant des heures. Mais bon sang, avouez que vous croyez en Dieu. On en a marre de votre duplicité. Dites que c'est Dieu le designer intelligent. Tous ont résisté, tous, Dembski, Behe, Meyer, même sous la torture, même devant les jurys, il y a eu des procès aux États-Unis. Jamais ils n'ont lâché le mot Dieu, jamais, pendant 20 ans. Justement parce qu'ils voulaient être crédibles. Donc vous les accusez de mettre le Christ partout, mais c'est complètement faux. C'est leurs adversaires qui... Ah, évidemment, ils sont tous chrétiens, les gens le savaient. Donc évidemment, c'était un peu d'hypocrisie de leur part. Mais leur stratégie était exactement celle que vous préconisez. Ils n'ont jamais mis le mot Jésus et encore moins le mot Dieu en bandoulière. Et puis au bout de 20 ans, Meyer, dans son livre « Le retour de l'hypothèse Dieu », dit « Bon, écoutez, j'en ai marre, j'ai parlé d'un designer, j'ai parlé du fait qu'il fallait un designer, maintenant, on va regarder qui est le designer. » Eh bien, pour moi, c'est un Dieu théiste, c'est-à-dire un Dieu, le Dieu des monothéistes. Il fait dans son livre toute une référence au fait que ce n'est pas le panthéisme qui peut expliquer ça, ce n'est pas le déisme avec un D comme Daniel, le déisme voltairien, justement parce que selon lui le déisme c'est quelqu'un qui a lancé l'univers, Dieu, et qui après s'en occupe plus. Et comme il y a cette fameuse erreur qu'il faut faire un input d'information en permanence dans l'univers, c'est donc pour lui, le théisme et seul le théisme qui peut être vrai. Mais ça, encore une fois, il explique parfaitement dans le livre, c'est une révolution, entre guillemets, dans l'intelligent design. Et pendant des années, ils ne voulaient même pas parler de Dieu. Donc je ne vois pas comment vous pouvez dire qu'ils ont parlé du Christ. C'était vraiment pas dans leur discours. Pourtant, des gens comme John Lennox revendiquent leur religion chrétienne. Lennox, effectivement,
si vous voulez, alors John Lennox est un Oxfordien, c'est un professeur de mathématiques à Oxford, qui est un spécialiste, qui est un grand chrétien et qui est un spécialiste effectivement, un avocat du domaine Dieu et la science. Mais justement, dans l'espoir, la stratégie du Intelligent Design, que l'espoir d'être enseigné dans les écoles américaines, il fallait surtout pas parler de Dieu. Et donc tout l'argument depuis 1995, tous les grands procès qui a eu lieu en Dover, en Pennsylvanie et qu'ils ont perdu, c'était de leur dire « vous n'êtes pas digne d'être enseigné comme théorie scientifique parce que vous parlez de Dieu ». Les gens du Intelligent Design américain, je ne parle pas de John Lennox qui parle de Dieu et qui d'ailleurs n'est pas entièrement du Intelligent Design, John Lennox est un scientifique extrêmement respectable, mais que je compte inviter à mes colloques d'ailleurs, mais les gens du Intelligent Design se gardaient totalement de parler de Dieu pour une stratégie évidente, être enseignés dans les écoles américaines comme théorie scientifique. Et l'argument de leurs adversaires pour ne pas l'enseigner était « c'est parce que c'est de la théologie, vous parlez de Dieu ». Donc vous pouvez être sûr que pendant des années, ils n'ont jamais parlé de Dieu, encore moins du Christ. Maintenant, ils ont changé de stratégie parce que la stratégie n'a pas fonctionné, et puis c'était un peu hypocrite. Et donc Meyer, depuis au moins 5 ans, peut-être 6, 7, 8, 9, je ne sais pas, mais enfin bon, la première fois que j'ai vu Meyer, ça devait être en 1999, donc ça fait vous voyez, ça fait presque 25 ans. En tout cas, leur stratégie a dû changer, et je dirais c'est mieux, c'est moins hypocrite. Mais donc voilà, donc l'intelligent design, j'ai déjà dit, sans Dieu, ou sans religion, je vous conseille d'aller interviewer David Berlinski, c'est assez réduit, mais ça existe déjà. Quelle différence faire entre créationnisme et intelligent design? Alors c'est une excellente question et je suis ravi que vous l'ayez posée. La différence, c'est à l'intérieur de l'intelligent design. En fait, le problème du intelligent design, c'est que c'est une école fourre-tout, si vous voulez, c'est un mot valise. J'ai déjà dit que des gens qui sont absolument pas pour le intelligent design, comme le prix Bell Charlton, pouvaient dire qu'ils soutenaient le intelligent design. Donc déjà, vous voyez le niveau de confusion qu'il peut y avoir autour du mot. Parce que si on dit que l'univers est dessiné de façon intelligente, évidemment, tous les gens qui croient au principe anthropique, comme moi, pensent que l'univers est dessiné de façon intelligente. Mais le intelligent design, au sens de Michael Behe, je le répète, qui est un évolutionniste, dit qu'il faut une intervention au-delà des lois de la nature pour que la vie et la complexité apparaissent. Donc c'est pas ma position, c'est pas la position qu'on va appeler celle du principe anthropique. Le principe anthropique, c'est le réglage fin des lois de l'univers. Là, on va au-delà des lois de la... Mais. Dans l'intelligent design, il y a bien pire que Michael Behe. Il y a des créationnistes purs, comme par exemple Jonathan Wells, qui fait partie de la secte Moon. Bon. Jonathan Wells, par exemple, est un créationniste pur, et il n'est pas le seul. Et il y a même des Young Earth créationnistes. Alors, le Young Earth créationniste, c'est quelqu'un qui remet en cause toutes les sciences, y compris les sciences, si vous voulez. Alors, j'ai publié un livre là-dessus qui s'appelle La science en otage, et les 2 premiers chapitres sont là pour justement démolir les créationnistes de la Terre jeune et les créationnistes de la Terre longue. La différence, c'est que les créationnistes de la Terre longue acceptent le Big Bang, l'astrophysique, etc., l'âge de la Terre, et les autres, se basant sur la Bible, pensent que la Terre n'a que 10 000 ans. Donc, il y a des gens avec ces idées absurdes dans l'intelligent design. Et il n'y a pas de barrière étanche, malheureusement. C'est ce que je reproche, y compris à des gens comme Steve Meyer. Je dis, mais comment vous pouvez accepter non seulement de parler avec des gens qui sont des Young Earth créationnistes, mais même vous les inviter dans vos débats? Mais comment vous pouvez faire une erreur pareille? Enfin, voilà. Alors, il y a une anecdote que je vais raconter en public pour la première fois. Il y a le fameux Bill Dembski, l'un des grands piliers de l'intelligent design, avait toujours, je pense, un centre qui s'appelle Uncommon Descent. C'est un jeu de mots sur ancêtre commun, Uncommon Descent, la descente peu commune. Bon, et alors, sur ce poste-là, c'est pas lui qui postait tous les jours, il avait des assistants pour poster tous les jours, et c'était un blog où il y avait énormément de réactions, et j'étais en contact avec j'ai plusieurs fois parlé aux gens du intelligent design américain et aux autres dans des conférences, et j'expliquais que si vous ne reconnaissez pas, j'ai plusieurs fois dit à Dembski et à d'autres, si vous voulez faire quelque chose contre le darwinisme, vous sautez sur cette table devant 1000 personnes ici présentes, et vous criez « L'évolution est un fait, l'évolution est un fait ». Tant que vous n'avez pas fait ça, vous serez toujours soupçonné de ne pas croire en l'évolution et donc ou d'être sympathisant de théories complètement absurdes ou de les tolérer. Et évidemment, ils ne l'ont pas fait. Mais l'anecdote est la suivante. Il y a un poste
je crois que c'était le 744 ou 747, je pense à cause du mot 747, peut-être c'est 744, dans le Uncommon Descent pour ceux qui vont faire des recherches pour le voir, c'était il y a 10 ans, mais ça existe toujours. Et j'avais convaincu un certain Doug Scott, je crois, je ne suis pas sûr de son nom, c'est il y a très longtemps, j'avais convaincu de cela. Et il a fait un post sur le blog de Dembski. Bon, à partir de maintenant, nous refusons tous les gens qui ne croient pas en l'évolution. J'en ai assez, je veux pas perdre, je veux gagner, je veux faire quelque chose de rigoureux. Donc maintenant, si vous ne croyez pas à l'ancêtre commun des êtres biologiques, vous n'avez plus la voix au chapitre. Ça a été un tsunami, ça a été un scandale. Et le poste d'après, je crois que c'est 747, de Dembski, a dit non, en fait, tout le monde a le droit de poster ici, toutes les opinions sont les bienvenues. Et le fameux post que j'ai évidemment, moi, photocopié, heureusement, enfin que j'ai sauvegardé, a disparu. C'est orwellien, il manque un post sur la liste du post de Dembski, l'un des grands piliers de l'intelligent design avec Behe, et il a été obligé de l'enlever. Pourquoi? Parce que certaines, quand je leur dis, ils me disent non, pas du tout, c'est pas ça, mais non, c'est un mensonge. Ils ont des financiers qui ne croient pas en l'évolution, et donc ils sont obligés, dépendants de ces financiers, d'accepter des gens qui ne croient pas en l'évolution, sinon ils n'auront pas, ils risquent de perdre leur financement. Donc c'est pas des raisons honnêtes, évidemment, mais donc l'intelligent design, en dehors effectivement de l'excellent bouquin de Meyer et de certains arguments très intéressants, mais de l'erreur que Meyer fait sur les mécanismes de l'évolution de la vie. En dehors de cela, il y a donc une espèce de pataquès qui mélange des créationnistes de la Terre longue, des créationnistes de Terre courte, des évolutionnistes qui croient vraiment en l'évolution mais avec intervention divine, des évolutionnistes qui croient un peu moins aux interventions divines. Enfin, vous voyez, ça fait un pataquès et c'est bien le problème pour lequel pendant 25 ans, je me suis tenu à l'écart de l'intelligent design. Mais il y a des gens très intelligents dans l'intelligent design. Le plus brillant d'entre eux, c'est Steve Meyer. Maintenant, je vous ai bien dit quelles étaient les limites de cette école de pensée et pourquoi malheureusement elle ne gagnera pas à cause justement de ses limites et de ses ambiguïtés et pourquoi finalement ils font prendre du retard, selon moi, à la grande révolution dont nous avons à peine, que nous avons pas à peine effleuré ici parce que les gens qui vous visionnent la connaissent bien, cette incroyable nouvelle vision du monde qui de l'infiniment petit à l'infiniment grand, des sciences de la vie aux sciences de la conscience, on dit oui, l'univers a un sens, oui, l'univers n'est pas apparu uniquement par hasard, oui, il y a d'autres niveaux de réalité et donc par exemple une vie après la mort devient concevable et possible. Cette grande révolution, ce nouveau paradigme, ce grand retournement dont parle, le terme est de Olivier Bonassis et Michel-Yves Bolloré, ils ont parfaitement raison, la science est allée vers plus de matérialisme à travers Copernic, Darwin, Freud, etc. Et il y a un grand retournement depuis un siècle qui remonte vers le sens. C'est magnifique, c'est génial. On va battre les matérialistes sur leur terrain. C'est comme gagner au football sur terrain adverse. On va utiliser la science et la science seule et on va leur péter la gueule, si j'ose dire. C'est fantastique, c'est génial. C'est pour ça qu'ils flippent tellement les matérialistes. Mais quand vous faites de l'intelligent design avec toutes les limites que je viens de dire, vous retardez le système au lieu justement de l'accélérer. Vous retardez la révolution. C'est ça qui est tragique. Et donc, voilà, maintenant, encore une fois, j'assume totalement et je suis fier d'être à l'origine de la publication du Retour de l'hypothèse Dieu de Steve Meyer. Et à part, très précisément, je crois que c'est le chapitre 15 de mémoire, à part ce chapitre-là, je trouve ce livre absolument à lire par tout le monde. Ne pourrait-on pas créer un nouveau mouvement qui s'appellerait les penseurs du principe anthropique, par exemple ? Oui, je pense que si vous prenez, je vous dis, il y a une différence entre le principe anthropique, dont Meyer parle énormément, et très très bien d'ailleurs, et l'intelligent design au sens défini par ces gens de l'intelligent design. Mais même quelqu'un comme David Berlinski, qui est parfaitement agnostique, a exactement la même définition, je pense, que Meyer de l'intelligent design, et ça reste un problème, voyez-vous. Donc le problème, c'est l'idée qu'il y a un viol des lois de la nature qui est nécessaire pour que la nature se développe. C'est ça le problème avec l'intelligent design. C'est ça qu'il faut évider, extruder, enlever du truc. C'est ça le problème.
Voilà, c'est ça qu'il faut enlever. Mais bien sûr qu'il faudrait des écoles qui soient aussi de gens non monothéistes au sens large, qui reconnaissent que tout ça semble avoir un sens. Mais je connais des gens là-dessus qui sont, je vous recommande le philosophe très différent de moi dans les idées, mais Raphaël Laugier. C'est pour moi et pour beaucoup de gens un des 10 meilleurs philosophes français dont on n'entend pas beaucoup parler ou pas assez parler. Raphaël Laugier est quelqu'un qui est absolument dans aucune religion, alors garanti, et pourtant je suis sûr qu'il vous dira que le monde a un sens. Allez interviewer Raphaël Laugier et vous verrez, il correspond peut-être à ce que vous cherchez. La science est-elle devenue un instrument de pouvoir comme le furent les grandes religions? Alors, la science n'est pas devenue un instrument de pouvoir récemment. Elle l'a déjà été depuis longtemps. Puisque la science est ce qui, comme je dis, détermine notre vision du monde dans la société depuis certainement plus d'un siècle. La science a remplacé la religion comme ce qui détermine notre vision du monde dans la société. Alors, il y a beaucoup de scientifiques honnêtes, mais il est évident que, on l'a vu récemment avec le Covid-19, il y a des conflits d'intérêts. Je me permets de mentionner l'ouvrage La science en otage, que vous avez vous-même mentionné, où j'expliquais, 6 mois avant le scandale du Mediator, j'expliquais qu'il y avait des conflits d'intérêts très importants à l'occasion de la grippe H1N1 déjà, entre eux, et c'était dénoncé à l'époque par Le Monde, c'était dénoncé par la Commission européenne, c'était dénoncé par le British Medical Journal. Il y avait des conflits d'intérêts très importants entre laboratoires pharmaceutiques et États, ce qui nous avait fait commander pour 1 milliard d'euros de vaccins qui n'ont servi à rien, parce que la grippe H1N1 a été moins mortelle que la grippe classique, alors qu'elle était censée être plus mortelle, et qu'on a commandé les vaccins. Mais plus que ça, l'état de pandémie mondiale a été décrété par l'OMS quand la grippe H1N1 est apparue au mois de juin. La grippe est apparue en avril et en mai, ils ont changé la définition de ce qu'est une pandémie mondiale. La pandémie mondiale devait être associée à un nombre anormal de morts et il n'y a jamais eu un nombre anormal de morts pour la grippe H1N1. Je ne parle évidemment pas du Covid-19 où la situation est complètement différente et ce n'est pas le but ici, mais je parle de la crise de la grippe de 2009 de H1N1. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont enlevé le mot nombre anormal de morts, ce qui a permis à l'OMS de décréter la pandémie en juin, ce qui a lancé commande automatique d'1 milliard de dollars par pays de vaccins, qui n'ont servi à rien. Voilà. Donc ça, c'est dénoncé dans mon livre La science en otage, et c'est là où vous voyez qu'effectivement, il y a des rapports incestueux qui peuvent exister, comme il y a eu dans le passé entre religion et État. C'est-à-dire qu'on a tué des gens, l'État a tué des gens à la demande de responsables religieux, par exemple l'Inquisition. On brûlait des gens, c'était le bras séculier, donc le pouvoir politique qui brûlait les gens, mais au nom du pouvoir religieux qu'il demandait, qui condamnait les gens qui étaient brûlés ensuite par le pouvoir séculier. Et ben c'est le même problème aujourd'hui entre la science et certains pouvoirs politiques. On dit souvent que la science se contente de faire de la science et qu'elle est sans idéologie. Est-ce vrai ? Alors, d'abord, la science a toujours été avec des idéologies, c'est ce qu'on a la notion de paradigme due à Thomas Kuhn dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire qu'il y a une vision du monde qui délimite ce qui est possible. Voyez-vous, pour répondre à votre question concrètement, Prigogine, un autre de mes maîtres, c'est dans l'ordre d'Espagna, Prigogine et Maffezoli, pour les gens qui m'ont vraiment inspiré beaucoup. Prigogine était très fier de citer une citation du président de l'Union internationale de mécanique céleste qui s'excusait pour 300 années d'erreurs. C'est très rare qu'on s'excuse, tout le monde fait des erreurs en science, mais qu'on s'excuse pour avoir pendant 300 ans dit que les systèmes newtoniens étaient déterministes alors qu'ils ne le sont pas. Voyez-vous, parce que finalement la mécanique céleste dans le très long terme, on se rend compte qu'on ne sait plus où sont les orbites des planètes et que les systèmes ne sont pas déterministes. Donc voilà, donc on peut se tromper pendant 300 ans. Maintenant vous avez tout à fait raison que si on dit c'est scientifique, c'est infiniment plus crédible que si on dit j'ai rêvé que. Sauf que chez les aborigènes australiens, c'est l'inverse. Mais justement, les aborigènes australiens n'ont pas construit de centrale nucléaire et ne sont pas allés sur la Lune. Donc, effectivement, la science est l'outil qui forge notre vision du monde. La science influence la société par la vision du monde qu'elle nous donne. Par exemple, le taylorisme, c'est l'organisation scientifique du travail. Et c'est l'application de la physique classique, bête et méchante, de la physique de Laplace,
où il y a des particules élémentaires et des lois, gravitation, électromagnétisme, qui font bouger les particules. Et donc il y a des hommes qui représentent les particules élémentaires et qui bougent dans l'entreprise selon les lois, qui sont les procédures tayloriennes. C'est un décalque fabuleux, qui s'appelle d'ailleurs l'organisation scientifique du travail, de la vision de la physique de pointe de l'époque à l'entreprise. Mais aujourd'hui, nous savons que cette vision est complètement fausse. Et avec la physique quantique, j'étais le premier à HEC en 1995 à faire un cours qui s'appelait Philosophie des sciences appliquées au management. J'enseignais la physique quantique aux managers, j'enseignais la relativité générale d'Einstein, la théorie du chaos, le théorème de Gödel, pour leur dire, puisqu'on a une autre vision du monde en sciences, eh bien il faut manager autrement. Il faut laisser la liberté aux gens. Il faut des structures beaucoup moins pyramidales, beaucoup moins command and control, comme disent les anglo-saxons. Il faut des structures, et c'est là où on parle d'intelligence collective. Un de mes livres s'appelle l'intelligence collective, clé du monde de demain. Je suis aussi un consultant en management. J'ai écrit La grande mutation et l'intelligence collective pour parler des entreprises. J'ai écrit Les clés du futur pour parler des entreprises et des nouvelles technologies. Et bien la grande idée, c'est que tout est lié. Une nouvelle vision du monde en sciences s'ouvre à une nouvelle vision de l'entreprise, une nouvelle vision de l'éducation, une nouvelle vision de la société, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus en réseau, beaucoup moins déterministe, beaucoup moins réductionniste, beaucoup moins matérialiste. C'est ça qui est beau. Et donc, il ne s'agit pas d'enlever à la science, la faire descendre son piédestal, même si elle descend toute seule. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus en la science classique. Ils ne croient plus en la science. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris que la science a déjà en partie changé. C'était ma grande idée. On va les battre sur terrain adverse. On va les battre sur leur terrain. C'est toute la tentative de mon best-seller, Notre existence a-t-elle un sens, que je sais que vous avez lu, et du livre que j'ai fait après, 10 ans plus tard, aux éditions Très Daniel, sous le titre Explorateur de l'invisible, qui est un digeste plus facile, plus accessible de mon grand livre, Notre existence a-t-elle un sens. C'est on part de la science et la science seule, et on va les battre. On va les battre sans parler de religion, sans parler d'esprit, sans parler d'autre monde, sans parler de quoi que ce soit, ou de conscience universelle. On va les battre sur le terrain de la science. Et si on est capable de faire ça, c'est-à-dire qu'on change la science comme la science à l'origine de la vision du monde de notre société, on changera aussi la société. Voilà, ça c'est le projet de toute ma vie, et je pense que c'est un projet qui est crédible, qui prendra beaucoup de temps. Avec un ami qui est encore plus pessimiste que moi, on travaille pour un futur qu'on ne verra jamais. Mais je pense qu'on a une chance, alors que par exemple les gens en intelligent design, avec la structure qui est la leur, n'ont pas de chance d'impacter la société. Moi je disais souvent, le but de ma vie, c'est d'inscrire mes idées dans l'ADN de la société. Ça c'est l'anti-lamarckisme. Si vous courez toute votre vie pieds nus, vous aurez des pieds calleux, mais vos enfants n'auront pas les pieds calleux. Moi je veux mettre le message pieds calleux dans l'ADN que je vais léguer à mes descendants. Et donc je veux mettre dans l'ADN de la société la nouvelle vision de l'homme et du monde issue des nouveaux paradigmes scientifiques. Pour moi, c'est la seule façon sérieuse de changer la société et d'aller vers un meilleur futur. Merci.